Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 25 juin, on a eu de nombreux matchs une nouvelle fois pour cette Coupe du Monde 2026, on va en débriefer 3 dans le journal et on va commencer avec le match qui opposait l'Écosse au Brésil, un match qui a été assez intéressant et un match qui a été une nouvelle fois un succès pour Vinicius Junior. On va faire un petit focus sur lui mais on fera aussi l'état des lieux général de la force du Brésil. On ira ensuite du côté du match qui a vu s'opposer la Suisse et le Canada, une rencontre assez sympathique là aussi, je trouve qu'on a eu une bonne fournée de matchs de manière générale et on terminera les débriefs avec la rencontre qui va s'opposer le Maroc et Haïti. Peut-être pas le Maroc que j'attendais, peut-être pas la performance que j'escomptais, mais en attendant c'était pour le moins spectaculaire. On ira ensuite sur un sujet club en la présence du Real Madrid et de José Mourinho et particulièrement des chantiers qui s'annoncent au milieu de terrain et on terminera avec un sujet retour à la Coupe du Monde en parlant de Luis Enrique. Vous allez me dire quelle est cette sorcellerie, Luis Enrique n'est pas sélectionneur. Effectivement, mais vous allez le comprendre, c'est un lien indirect, c'est pas vraiment une news, c'est plus une petite opinion que j'ai envie de partager avec vous. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Une belle victoire 3-0 pour le Brésil face à l'Écosse, pas mal de satisfaction, une équipe qui apparaît désormais comme solide, montant en puissance, mais surtout du côté de Vinicius Junior qui est auteur d'un doublé, on est désormais à 4 buts et une passe décisive en 3 matchs. Voici les compos qui étaient alignés, et pour Vinicius, Carlo Ancelotti le met dans des conditions parfaites. Évidemment, le coach italien le connaît particulièrement bien pour l'avoir eu du côté du Real Madrid. On pouvait parfois reprocher à Vinicius Junior de se cacher dans les grands matchs, de pas forcément être aussi impactant avec le Brésil qu'il l'était avec le Real Madrid. Bon bah ici il nous prouve bien le contraire. Alors certains pourront toujours chipoter, et notamment sur un de ses buts, sur la qualité de ce dernier, mais moi je trouve que Vinicius Junior, il est vraiment impactant au dribble, il est vraiment efficace statistiquement, donc c'est un joueur qui est en train de donner la patte, l'ADN, le danger pour ce Brésil. Le Brésil se limite évidemment pas à Vinicius Junior, on a Cunha qui marque de gros points pour s'installer définitivement au poste de numéro 9. Concernant Endrick, il va falloir se contenter d'entrer en jeu, et une entrée en jeu, il y en a eu une toute particulièrement observée, celle de Neymar qui est enfin opérationnel. Alors l'entrée n'était pas spectaculaire et je suis curieux de voir quelle place va lui accorder Carlo Ancelotti pour la suite de la compétition. Sinon côté milieu de terrain, j'ai pas mal d'avis très différents suivant de qui on parle. Casemiro, j'ai toujours des doutes sur son volume de jeu quand le Brésil se retrouvera face à une très grosse adversité athlétique. Je suis entièrement convaincu par Bruno Guimaraes qui est absolument exceptionnel et qui claque encore ici de la passe décisive. Et du côté de Paqueta, bah là c'est ma grosse déception. Je trouve que Paqueta est vraiment pas au niveau, je trouve que sa place de titulaire pourrait être contestée. Mais c'est un peu compliqué de lui trouver un remplaçant et c'est peut-être un peu un symbole du fait que le Brésil n'est pas extrêmement fort ici, et pourtant le Brésil a des arguments à faire valoir ailleurs. J'ai parlé de l'attaque et parlons de la défense, une très bonne charnière centrale, 2 joueurs expérimentés mais encore en forme, un gardien qui fait le taf. Bref, si on regarde les statistiques de la rencontre, eh bien on a un Brésil qui a largement maîtrisé son affaire avec un gros volume d'occasions et surtout des occasions de meilleure qualité. Et puis dans le groupe C, le Brésil termine devant le Maroc. Ils avaient commencé assez timidement les Brésiliens, mais je le redis, ils terminent en montant en puissance, donc ça promet du bon pour la suite de cette Coupe du Monde 2026. On va tous voir flou quand Manzambi va partir pour 80 millions d'euros dans un top club à la fin de cette Coupe du Monde. C'était pas forcément le héros le plus attendu dans le mondial, il y a beaucoup de stars qui passaient avant lui, mais en attendant, si vous êtes suisse, vous n'avez pas pu passer à côté de cette performance. Et si vous êtes canadien, vous l'avez également bien vu parce que c'était à vos détriments. Victoire 2-1 pour la Suisse face aux Canadiens. Voici les compos qui étaient alignés. Et donc Manzambi, buteur et passeur décisif au cœur du jeu. C'est une nouvelle top performance et il en a plus d'une à son actif. J'ai également apprécié du côté suisse Kobel dans les cages qui a été vraiment bon, mais c'est pas forcément les attaquants canadiens qui ont été source d'un danger, même s'il y en a eu du côté du Canada. Les 2 pointes canadiennes ont été relativement décevantes, dommage pour Jonathan David notamment. En fait, cette rencontre, je l'ai trouvée assez intéressante parce qu'on a eu vraiment 2 bonnes équipes. Ce qui a fait la grande différence, c'est la qualité individuelle devant, la capacité à être tueur du côté des attaquants. C'est pour ça que je force autant avec Manzambi, et le milieu suisse a beau être âgé, je trouve qu'il fait encore le taf, et surtout il est entouré d'un milieu offensif efficace, d'une défense qui a de l'expérience, des années, mais qui est bonne, d'un Kobel dans les cages qui est une valeur sûre. Donc en fait, sur l'équilibre global de la rencontre, c'était un match assez serré, avec peut-être plus d'occasions même du côté du Canada, comme vous pouvez le voir, mais
Victoire méritée à mon sens. La Suisse prend la tête du groupe B, le Canada termine deuxième à égalité de points mais très largement devant au goal average, et c'est entre guillemets logiquement la fin de l'aventure pour le Qatar, on n'en attendait pas grand chose, on va être honnête. Victoire sans surprise du Maroc face à Haïti, ils étaient évidemment immenses favoris, mais je dois vous avouer que de mon côté, j'ai été un petit peu déçu par le match. Il y a eu de la rotation, il faut le prendre en compte, et si j'ai été déçu, c'est pas parce que les Marocains sont mauvais, bien au contraire, c'est parce que je considère que c'est une des équipes phares de cette Coupe du Monde 2026. J'attendais une véritable démonstration face à Haïti, et ça a commencé timidement durant le match. Ça fait 4-2 au final, il y a évidemment pas de débat sur la qualité footballistique des deux équipes, le Maroc est bien devant, mais tu t'es quasiment fait peur au début, je dis quasiment parce que tu savais que tu avais les moyens de redresser la barre. Voici les compos qui étaient alignés, et si je prends Hakimi par exemple, il est buteur, il fait un bon match, mais en fait il a une telle influence dans le jeu marocain que je me dis qu'on connaît Hakimi, on sait à quel point il peut être monstrueux avec le Paris Saint-Germain, il y a encore matière à ce qu'il élève un peu son niveau de jeu. Brahim Diaz, il nous a fait une CAN absolument formidable, bah ici je le trouve clairement pas au niveau qu'il avait durant la Coupe d'Afrique des Nations, il est vraiment à côté de ses chaussures, je sais pas comment dire ça poliment, parfois j'ai même l'impression qu'il a un syndrome du héros assez foireux, et de manière générale dans l'attaque du match, les Marocains ont peut-être eu un excès de confiance. Alors elle est loin l'époque où les Marocains étaient une petite équipe, désormais c'est une équipe qui peut faire le jeu, c'est une équipe qui est puissante offensivement, c'est une équipe qui vient pour aller assez loin dans les phases finales, mais attention à pas sous-estimer les Haïtiens. Évidemment, ça n'a rien à voir en termes de qualité, mais tu t'es vite rendu compte que tu avais besoin de redresser la barre, tu as eu quelques changements qui ont été aussi bénéfiques au cours de la rencontre. De toute façon, dès que le Maroc a accéléré, il n'y avait pas de débat. Mais bon, voilà, je pense que le Maroc va avoir besoin de confirmer un peu leur forme, parce que moi je sors également frustré de leur deuxième place dans le groupe. Ils sont deuxième derrière le Brésil, il n'y a rien de déshonorant à ça, bien au contraire, le Brésil est une grosse équipe, mais lors de son premier match, le Maroc a montré qu'ils étaient capables de battre le Brésil. Alors ils n'ont pas réussi à enclencher finalement cette petite différence qui aurait tué statistiquement les Brésiliens, notamment au début de match, mais la conséquence c'est ça dans le groupe. Et on sait que le Maroc va affronter le premier du groupe F, ce sera très probablement les Pays-Bas. Bon ouais, voilà, les Marocains ont largement le niveau pour battre les Pays-Bas, mais les Pays-Bas sont également une excellente équipe. Donc franchement, ça va y aller au mérite pour les Marocains, rien ne leur sera épargné au cours du parcours en phase finale, je le sens. Mourinho a fait un point complet sur l'effectif du Real Madrid, il y a un grand ménage qui se prépare, c'est le média anglais très bien informé The Athletic qui nous dit ce qu'il en est, et moi je vais vous faire un focus sur le milieu de terrain. La priorité absolue c'est Enzo Fernandez qui est un joueur qui est extrêmement apprécié. On dit que le Real Madrid serait prêt à dégainer une offre de 140 millions d'euros, mais attention, suivant d'autres sources, il n'y a aujourd'hui rien qui a été officiellement proposé, mais ça me semble plutôt normal, tu es encore en phase d'évaluation du marché. Reste qu'Enzo Fernandez en tant que remplaçant de Toni Kroos, je trouve que ça pourrait faire sens, c'est un joueur qui a vraiment le profil pour être capable d'être le dépositaire du jeu au milieu de terrain du côté du Real Madrid, ce qui leur manque absolument cruellement. Il y a deux Français qui se retrouvent être dans une situation un petit peu dangereuse. Tchouaméni, on sait que la fin de saison a été compliquée, la fameuse bagarre avec Valverde, Valverde de son côté lui est incontestable, et on se dit du côté du Real et du côté de Mourinho que ça pourrait faire une belle vente, ça pourrait aider à financer le transfert d'Enzo Fernandez, et on annonce notamment un intérêt du côté de Manchester United. Donc est-ce que notre joueur de l'équipe de France va bouger? C'est une possibilité. Il y en a un autre qui pourrait bouger, c'est Eduardo Camavinga. On sait qu'il y a une relative stagnation depuis son arrivée au Real Madrid, une frustration qui est logiquement grandissante. Le Real est à l'écoute des offres, mais Camavinga de son côté, je pense qu'il pourrait même aller au forcing parce qu'il a envie de s'imposer du côté du Real Madrid, c'est ce qui est toujours ressorti. Et si on sort un peu de la situation de nos Frenchies, Ceballos est sur la liste des transferts. En tout cas, une chose est sûre, José Mourinho, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, qu'on le considère bon ou mauvais, quand il débarque à un endroit, généralement il fait bouger beaucoup de choses. Il va y avoir un grand ménage du côté du Real Madrid, reste à voir combien de Français on aura à la fin de tout ça au milieu de terrain. Et si le grand gagnant de cette Coupe du Monde pour le moment, c'était Luis Enrique. Alors non, je suis pas fou, je suis au courant, Luis Enrique n'est plus le sélectionneur de l'Espagne, Luis Enrique n'a aucun lien direct avec cette Coupe du Monde 2026, mais il y a un peu trop de haters de Luis Enrique, notamment des chroniqueurs sur des chaînes ou radios de grande écoute, qui vont résumer ce que fait le coach du Paris Saint-Germain à « bah il a mis une équipe logique, il a beaucoup de talent et ça fonctionne pour ça ». Bah cette Coupe du Monde, elle nous prouve que le football c'est pas aussi simple, puisque vous regardez le mondial de Dembélé, de João Neves, de Vitinha,
Silva, de Nuno Mendes, vous prenez Hakimi, vous prenez Fabian Ruiz, vous prenez Pacho, ce sont des joueurs qui, pour certains, réalisent une bonne Coupe du Monde, bien évidemment, je suis pas en train de vous dire qu'ils sont claqués au sol, mais est-ce qu'ils affichent véritablement le niveau qu'ils ont du côté du Paris Saint-Germain? Ben pas vraiment. On a également des joueurs qui n'ont pas l'occasion de prouver de quoi ils sont capables, comme Zahir Emery, on a également Kvaratskhelia qui est pas du mondial, mais en attendant, à l'exception peut-être de Barcola qui est dans une équipe de France qui a un jeu qui favorise drôlement son profil, j'ai quand même l'impression qu'on se rend compte que la facilité qu'a le PSG à gagner des matchs, elle vient pas que de ces formidables individualités, parce que ces individualités, elles roulent pas forcément automatiquement sur le football mondial quand elles sont en sélection. Moi, je trouve que ça rappelle un truc essentiel pour Luis Enrique, c'est qu'il a mis en place une identité de jeu au Paris Saint-Germain qui est unique, qui est assez spéciale, avec beaucoup de permutations, beaucoup de pressing, un jeu de possession qui est assez unique aussi, parce que même si le fait de défendre en ayant le ballon, c'est quelque chose qui est assez commun dans le football, faut voir comment tu utilises tes milieux de terrain, faut voir comment tu utilises tes latéraux, on a trop tendance à sous-estimer ça, et là je trouve que le mondial c'est une très très bonne piqûre de rappel, et ça c'est à garder en tête parce qu'on est dans une période de mondial, mais on est également dans une période de mercato, et il y a beaucoup de fantasmes sur le recrutement des équipes riches comme le Paris Saint-Germain, mais en fait le PSG c'est une équipe où c'est dur de s'incorporer. Zabarni vous dirait pas le contraire, même s'il y a peut-être d'autres critiques à faire sur Zabarni bien évidemment, donc avant de fantasmer l'arrivée d'un attaquant X ou Y, posez-vous la question, est-ce qu'il a les moyens de bien s'incorporer dans les demandes de Luis Enrique? Parce que le PSG est une équipe atypique et son succès, bah oui, il y a des grandes individualités, mais c'est aussi dû à son excellent coach, le mondial le rappelle. Terminé pour le journal du jour, pendant qu'une goutte de sueur me coule délicatement dans le dos, c'est absolument horrible, j'en ai marre de tourner, j'en ai marre des spots, j'en ai marre, je vais installer une clim, non, je suis trop radin, mais voilà, il fallait que je me plaigne en bon français, et justement en bon français, je vais dédier le sujet de l'après-midi à l'équipe de France, le match contre la Norvège, une rotation annoncée, donc évidemment pas mal de choses à dire, pas mal de joueurs sur lesquels j'ai des attentes, parce qu'on a beaucoup de certitudes désormais avec cette équipe de France, mais il y a tout de même quelques zones d'ombre, notamment des petits points de poil à gratter que j'avais évoqués dans mon débrief que j'avais tourné avec Anne suite au deuxième match de l'équipe de France face à l'Irak. C'était vraiment un match qu'on a apprécié, mais de mon côté j'ai encore des joueurs que je me dis « Ah, il faut du challenge, il faut voir s'ils peuvent rester titulaires ou non, et peut-être que ce match face à la Norvège apportera des éléments de réponse. » Bref, on parle de tout ça aux alentours de 17h, qui fait bien votre journée, salut.